Salut. Aujourd'hui, on va jeter un œil sous le capot d'Internet. On va parler de deux acronymes qu'on croise sans forcément savoir ce qu'ils font. DNS et DHCP. Ah oui, DNS et DHCP. Ils sont partout, mais assez discrets. C'est ça. L'idée, c'est de démystifier un peu tout ça, de comprendre simplement comment le DNS, le système de nom de domaine, et le DHCP, le protocole de configuration dynamique des autres, comment ils nous permettent de nous connecter et de naviguer. Tout à fait. Et c'est crucial, parce que sans eux, notre expérience en ligne serait, disons, très différente. Comprendre comment ça marche, c'est comprendre un peu la magie invisible qui connecte un nom de site à un serveur ou qui donne une adresse à notre téléphone quand on active le Wi-Fi. Allez, commençons par le DNS. Le système de nom de domaine. Alors, si j'ai bien compris, c'est une sorte d'énorme annuaire du web. C'est exactement ça. Sa fonction principale, c'est de traduire les noms de sites web qu'on tape, genre google.com. Voilà, des noms faciles à retenir pour nous les humains. Voilà. Il les traduit en adresses IP, des séries de chiffres que les ordinateurs, eux, comprennent et utilisent pour se localiser mutuellement sur le réseau. Ok. Par exemple, si je fais un ping vers google.com depuis mon ordi, en fait, mon ordi demande d'abord à un serveur DNS, souvent celui de ma box Internet à la maison. Oui, la passerelle par défaut, souvent. Il lui demande « Dis-moi, c'est quoi l'adresse IP de google.com » C'est ça le mécanisme? Exactement. C'est un immense annuaire, mais complètement décentralisé, distribué partout sur la planète. Et ça permet d'éviter d'avoir à mémoriser des numéros comme 142.250.179.14 pour aller sur Google. Avoue que ce serait pas pratique. Carrément pas. Mais il y a un point important, hein. Pour que notre appareil puisse poser cette question au serveur DNS, il faut qu'il ait déjà sa propre adresse IP valide sur le réseau. Ah d'accord. Et c'est là qu'intervient le deuxième larron, le DHCP, j'imagine? Le protocole de configuration dynamique des autres. Précisément. Le DHCP, son rôle, c'est justement de fournir automatiquement une adresse IP à un appareil qui se connecte au réseau. Donc, quand je connecte mon smartphone au Wi-Fi ou mon ordi avec un câble Ethernet, Voilà. c'est le serveur DHCP, qui est souvent aussi sur ta box, qui va lui dire « Tiens, voilà ton adresse IP pour aujourd'hui, tu peux utiliser celle-là ». Il gère un stock, un pool d'adresses, et il en prête une à chaque nouvel appareil. D'accord. Ça évite d'avoir à configurer l'adresse IP manuellement sur chaque téléphone, chaque tablette, chaque ordi. Et le masque de sous-réseau. J'ai lu qu'il y avait un processus bien précis pour ça, une sorte de négociation. DORA, c'est ça? Oui, DORA. C'est un acronyme pour les 4 étapes de la négociation. Discover, Offer, Request, Acknowledge. C'est une petite danse assez simple en fait. Alors, D pour Discover, découverte. C'est ça. L'appareil arrive sur le réseau, il ne connaît personne. Alors il envoie un message en broadcast, un peu comme s'il criait « Il y a un serveur DHCP dans le coin. J'ai besoin d'une adresse. » Il ne sait pas où est le serveur, donc il envoie à tout le monde sur le réseau local. Ok, appel général. Et après, le O, Offer, l'offre. Tout à fait. Un ou plusieurs serveurs DHCP qui ont entendu l'appel peuvent répondre. Ils envoient une offre directement à l'appareil, ils l'identifient grâce à son adresse MAC, son identifiant physique unique. L'offre contient une proposition d'adresse IP, la durée du bail, c'est-à-dire combien de temps il peut la garder, D'accord, il reçoit des propositions. Et le R, pour Request, la requête. il choisit. Voilà. L'appareil choisit une offre, souvent la première qu'il reçoit, et il envoie un nouveau message, encore en broadcast, pour dire « Ok, merci tout le monde, j'accepte l'offre de ce serveur ». Le fait que ce soit en broadcast permet aux autres serveurs qui avaient fait une offre de savoir que l'adresse qu'ils proposaient est de nouveau disponible. Malin. Et on finit avec le A, Acknowledge, accusé de réception. Oui, l'ACA. Le serveur DHCP, qui a été choisi, envoie un dernier message de confirmation à l'appareil. C'est bon, l'adresse est bien à toi pour telle durée, bienvenue. Le serveur note aussi que cette IP est maintenant utilisée par cet appareil spécifique, et voilà, l'appareil a son adresse, il est prêt à communiquer. Et il peut enfin aller demander au DNS l'adresse de google.com. Exactement. Et tout ce balai, Discover, Offer, Request, Acknowledge, on peut le voir en direct si on utilise un outil comme Wireshark qui capture le trafic réseau. C'est très utile pour comprendre ou pour dépanner quand un appareil n'arrive pas à obtenir d'adresse IP. Super intéressant. Donc si on essaie de résumer très vite, DNS, c'est l'annuaire qui traduit les noms en adresse IP, Mhm. et DHCP, c'est le service qui distribue ces adresses IP automatiquement aux appareils, via ce processus DORA. C'est exactement ça. Deux mécanismes fondamentaux, même s'ils sont invisibles la plupart du temps,
qui rendent la connexion à Internet et aux réseaux locaux, simple et transparente pour nous. Sans eux, ce serait un casse-tête. Vraiment la plomberie essentielle du web. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, ces beaux DHCP, ces prêts d'adresse IP, ils ont une durée limitée. Alors, imagine dans de très grands réseaux, comme une entreprise ou une université, avec des milliers d'appareils qui se connectent, se déconnectent, bougent tout le temps. Ah oui, Comment on gère ce flux constant? Comment on s'assure qu'il y a toujours assez d'adresses disponibles, que les renouvellements se passent bien, sans coupure pour personne? Ça pose de vraies questions de gestion de réseau à grande échelle. Bonne question. Pour terminer, ça montre bien que même ces systèmes de bave ont leurs propres défis. Bon, voilà qui conclut notre exploration du DNS et du DHCP. Merci de nous avoir suivis.